Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à ce webinaire sur les chauves-souris, leur lien avec le léman. Ce soir, on a comme invité Aline Villemin qui va se présenter un petit peu plus en détail tout à l'heure. L'invité du jour, donc Aline Villemin, et elle saura bien mieux se présenter que moi. Donc Aline, je te passe la parole et je te remercie d'avance d'être là ce soir avec nous. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Adrien pour l'invitation. Donc je me présente, je m'appelle Aline Vimin, je suis correspondante régionale au CCO Genève. Donc, le CCO Genève, c'est le Centre de coordination Ouest pour l'étude et la protection des chauves-souris. Donc c'est l'association référente pour toutes les questions liées aux chauves-souris sur le canton de Genève. Donc ma profession, je suis chiroptérologue, donc spécialiste des chauves-souris. Et je suis aussi ingénieure en gestion de la nature, donc je travaille aussi en bureau d'études en environnement. Donc j'ai poursuivi un cursus du coup à l'EPIA, donc la Haute École du paysage d'ingénierie et d'architecture de Genève, donc en gestion de la nature justement. Et puis au niveau des passions, il a fallu en mettre trois. Donc il y a évidemment les chauves-souris, mais j'ai envie de dire évidemment la nature au sens large comme beaucoup de naturalistes. Et puis voilà, je suis aussi une grande sportive, donc j'essaie de conjuguer tout ça au mieux, surtout quand on a des horaires de nuit, on va dire, en saison de terrain. Et puis une citation que j'aime tout particulièrement, c'est une citation de Robert Hennard, que j'espère vous connaissez, qui est un artiste animalier genevois, enfin qui était un artiste animalier genevois, donc qui a dit un jour que chacun va à sa tâche, responsable d'une part du monde. Et voilà, je trouve à la fois poétique et très représentatif des enjeux qu'on a aujourd'hui à gérer. Merci Aline pour cette brève présentation. Au programme ce soir, donc comme je le disais, on va avoir les particularités des chauves-souris. Les chauves-souris, est-ce qu'elles sont menacées dans notre environnement, leur lien avec le léman? Puis cette fameuse question, on aimerait tous avoir une réponse un jour, est-ce que les vampires, ça existe? Donc de nouveau, Aline va nous présenter les particularités de ces animaux, de ces mammifères assez extraordinaires que j'ai eu le plaisir de découvrir plus en détail en préparant ce webinaire. Du coup, Aline, la parole est à toi. Ok, super. Alors, je commence juste pour le petit sondage, peut-être, j'espère qu'il n'aura étonné plus d'un. Donc, c'est 160 km/h. On parle bien de vol horizontal, hein, c'est pas des chauves-souris qui étaient en piqué, comme on peut penser pour les faucons pèlerins, par exemple. Il s'agit d'un record qui est pas de chez nous, puisque ça a été mesuré sur des molosses du Brésil, donc qui sont des chauves-souris, comme on l'indique, sud-américaines. Pour les chauves-souris de chez nous, c'est plutôt des vitesses en moyenne de 50 km/h avec des pics à 80 km/h, mais c'est quand même des vitesses importantes. Et du coup, si on passe maintenant en guillemets au vif du sujet, en tout cas du premier sujet, sur les caractéristiques générales, et ben finalement, qu'est-ce que c'est une chauve-souris? Donc, chauve-souris, c'est un nom courant, hein, c'est pas le nom scientifique, parce que le nom scientifique, c'est chiroptère. C'est un mot qui vient du grec, donc qui est composé à la fois du mot chiro et ptère. Donc, chiro, ça veut dire la main, et ptère, ça veut dire l'aile, hélicoptère, coléoptère, etc. Et donc, c'est parce que c'est la particularité principale des chauves-souris qui font qu'elles sont dans un groupe à part entière des mammifères qui leur est intégralement dédié. C'est parce qu'elles ont finalement cette main qui est transformée en organe de vol. Et finalement, ces chauves-souris, elles vont vraiment avoir l'intégralité des os qu'on a, nous, dans notre bras. Vous voyez très bien sur l'image, on retrouve vraiment une structure de bras classique d'humain avec des proportions différentes. Donc, au niveau du pouce de la personne qui tient cette chauve-souris, ben, vous avez le bras. Ensuite, vous avez l'avant-bras avec le poignet qui va arriver assez vite. Et puis, vous avez ce premier doigt qui est le pouce et qui est le seul à être finalement un doigt qui est libre avec une griffe au bout, qui va servir notamment à s'accrocher ou à marcher quand les chauves-souris sont au sol. Et puis après, vous allez avoir un deuxième doigt, puis un troisième doigt qui vont se rejoindre sur la périphérie de l'aile. Et ensuite, un quatrième et un cinquième doigt qui viennent finalement former la grosse partie portante
de l'aile et entre lesquelles la membrane qui s'appelle le patagium va venir s'accrocher pour vraiment former cette aile. Ensuite, donc Chiroptère main ailée, c'est finalement leur particularité morphologique, mais c'est aussi leur particularité d'un point de vue du classement par rapport aux autres mammifères, parce que les chauves-souris, ce sont les seuls mammifères capables de voler activement. Donc, je ne sais pas, vous avez peut-être déjà entendu parler des écureuils volants, si vous avez vu Alcari, par exemple, quand vous étiez petit. Ces écureuils-là, ils ne volent pas, hein, finalement, ils planent, ils sautent d'un arbre ou de quelconque structure et ils ouvrent leurs pattes sur laquelle il y a une membrane et finalement, ils ne font que ralentir la chute. Les chauves-souris, ce sont véritablement les seuls mammifères qui sont capables de prendre de l'altitude, d'en perdre et de vraiment gérer leur trajectoire, donc de voler activement, à l'instar de ce que font les oiseaux. Ce sont aussi les seuls mammifères terrestres qui sont équipés d'un sonar, donc qui sont capables de faire de l'écholocation. On y reviendra un petit peu plus tard dans la soirée, mais c'est les seuls mammifères qui sont doués de cette capacité, on va dire. Et puis d'une façon générale, alors évidemment ça va dépendre d'une espèce à l'autre, mais ce sont des animaux extrêmement sociaux qui vont former des colonies, notamment des colonies pour élever les jeunes, donc les femelles qui vont se regrouper pour mettre bas et élever leurs jeunes. Et puis, les chauves-souris, elles sont aussi fascinantes, du coup, à plus d'un titre, j'espère vous en avoir déjà cité quelques-uns, mais notamment parce que ce sont des animaux qui ont une longévité extrêmement grande, notamment si on la rapporte à leur taille, puisque on dit en règle générale que plus un animal est petit, plus il va vivre peu de temps, et plus un animal est grand, plus il va vivre longtemps. Si on pense à la souris et un éléphant, par exemple, ça marche plutôt bien. Et dans le cas des chauves-souris, c'est pas tout à fait le cas, puisque une chauve-souris, on va dire, d'une taille moyenne en Europe, elle va peser peut-être 8-10 grammes, et elle est capable de vivre jusqu'à plus d'une quarantaine d'années. On a même un record de 47 ans pour une petite espèce de mérin qui avait été capturée et baguée sur un col et qui a été recapturée 47 ans plus tard. Donc voilà, vraiment une longévité importante pour des animaux si petits. Et puis finalement, ce qu'il faut dire aussi, et c'est souvent l'inquiétude qu'on a des gens qui ont peut-être des chauves-souris chez eux et qui font le lien chauve-souris-souris, qui se disent que ça doit proliférer de façon importante. C'est pas du tout le cas, puisqu'en fait, les chauves-souris, elles vont avoir un petit par année, comme vous pouvez le voir, par exemple, pour cette femelle de petit rhinolophe sur la photo de droite. Après, on a des exceptions, évidemment, avec des espèces qui peuvent avoir éventuellement des jumeaux, mais ça reste plutôt rare. Ensuite, si on continue dans ces caractéristiques générales, une chose aussi peut-être à noter, c'est que généralement, quand on demande aux personnes de citer des espèces de mammifères, on va d'abord penser, je ne sais pas, aux chats, aux chiens, aux blaireaux, aux chevreuils, enfin toute cette grande faune. Et ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, c'est qu'une toute petite partie de la diversité des mammifères, puisqu'en fait, les chauves-souris dans le monde, il y en a à peu près 1400 espèces. C'est-à-dire que ça représente un mammifère sur 5. Chez nous, les proportions elles sont encore un petit peu différentes. On est plutôt à un mammifère sur 3, un mammifère sur 4. Donc, c'est aussi pour ça que ça vaut vraiment la peine, outre l'intérêt propre des chauves-souris, mais d'étudier ce groupe-là parce qu'il représente vraiment une part importante de la diversité des mammifères, ce qui représente même le deuxième plus grand groupe, après les rongeurs, qui sont évidemment, en termes de nombre d'espèces, les plus importants. Après, dans le monde, il y a aussi une grande diversité. Évidemment, 1400 espèces, on a forcément beaucoup de types d'écologies différents. Et chez les chauves-souris, on va vraiment retrouver tous les régimes alimentaires, donc, que ce soit des chauves-souris qui sont insectivores, que ce soit des chauves-souris qui soient piscivores, donc on a des chauves-souris qui pêchent, on a des chauves-souris qui chassent, d'autres chauves-souris, des petits mammifères, des grenouilles notamment. On va avoir des chauves-souris qui sont frugivores, notamment les roussettes, ces grosses espèces de chauves-souris. Généralement, les grosses espèces de chauves-souris sont plutôt frugivores. Ou aussi des espèces de chauves-souris qui sont nectarivores. Il y a d'ailleurs des plantes qui n'existeraient tout bonnement pas si les chauves-souris n'existaient pas, puisqu'elles sont majoritairement pollinisées par les chauves-souris. C'est notamment le cas des bananes, qui sont majoritairement pollinisées par les chauves-souris, ou les agaves avec lesquelles on fait la tequila. Alors, c'est peut-être un peu moins essentiel au quotidien, mais qui sont des plantes qui sont exclusivement pollinisées par les chauves-souris. C'est le cas aussi des baobabs.
Et puis les chauves-souris, finalement, on ne va pas les retrouver qu'en Suisse, même pas du tout. On les retrouve vraiment sur l'entier de la planète. Donc c'est vraiment un groupe qui a réussi à coloniser tous les types d'habitats possibles, à l'exception des pôles. On a des espèces, notamment chez nous, on va avoir la sauterelle boréale qui est capable de passer au-delà des cercles polaires, mais qui ne va pas non plus aller complètement dans l'Arctique ou dans les pôles à proprement parler. Et puis, on en a parlé au début de la présentation avec le sondage. Donc, potentiellement, on parle du guépard comme le mammifère le plus rapide du monde, mais les chauves-souris sont quand même plus rapides en vol, en tout cas une des 1400 espèces. Ensuite, donc, on parlait avant du sonar. Donc ça, c'est vraiment une particularité des chauves-souris. Donc, la technique qui est utilisée, c'est plutôt l'écholocation. Enfin, c'est le terme plutôt technique qu'on lui donne. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les chauves-souris, elles ne sont pas aveugles, hein. Elles voient dans la nuit, mais elles voient, pour simplifier, comme nous, sans les couleurs. Donc, vous vous rendez bien compte si vous êtes sorti de nuit sans lumière, qu'on est très limité. Et donc, les chauves-souris, plutôt que de développer une vision extrêmement performante ou en autre sens, par exemple, une ouïe extrêmement développée, comme peuvent l'avoir des chouettes ou les hiboux, bah, elles ont développé une toute autre technique qui est celle de cette écholocation. Donc, en fait, pour le coup, c'est aussi un système qui marche à l'ouïe. Donc, le fonctionnement est relativement simple. Donc, les chauves-souris, elles vont trier, donc elles vont émettre en son. Dans le cas des chauves-souris, vont le mettre en ultrason, donc en son qui est trop aigu pour notre oreille humaine. Ce son, il va se répartir dans l'espace de façon uniforme jusqu'à rencontrer un obstacle. Ça peut être à la fois un insecte, à la fois un, un mur, une branche, enfin, n'importe quoi. Et puis ce son, il va se réverbérer sur cet obstacle, créer un écho qui va revenir à l'oreille de la chauve-souris, qui ça va être évidemment analysé quasiment instinctivement. Et puis la chauve-souris va du coup pouvoir avoir une idée de ce qui va se passer dans son environnement. Et donc, elle va être capable, avec ce système de colocation, de détecter un fil qui fait l'épaisseur d'un cheveu. Donc, elle va vraiment avoir une vision extrêmement fine de son environnement. Ça veut dire que si on pense à une proie, notamment, elle va être capable de savoir déjà que c'est une proie potentielle, de quel type d'animal on est en train de parler ou de quel animal elle est en présence. De quelle taille cet animal va faire, ce qui est très important puisque les animaux sauvages, ils ne veulent pas perdre de l'énergie. Hein, donc, il faut que l'animal il soit adapté, que la chauve-souris, elle soit, qu'elle y trouve son compte, donc il lui fournit suffisamment d'énergie ou qu'elle ne soit pas trop grand pour elle. Et puis, elle va aussi être capable de savoir finalement si cet animal il est en vol ou posé, et puis s'il est en vol, dans quelle direction il se déplace, à quelle vitesse, etc., etc. Et puis, au fur et à mesure, elle va recrier finalement à chaque fois qu'elle a besoin de mettre à jour les informations qu'elle possède, jusqu'à pouvoir capturer sa proie. Ensuite, donc au niveau des habitats, les chauves-souris ont la particularité de vivre dans des habitats variés, que ce soit à la fois pour la chasse, mais aussi pour les gîtes la journée. Donc, on a dit qu'elles faisaient des colonies notamment. Ces colonies de reproduction, elles peuvent se situer dans les arbres. Donc là, on voit une très belle loge de pics, mais ça peut aussi être derrière une corde décollée ou dans une fente, sur une branche, etc. Et puis, la majorité des chauves-souris, elles vont quand même passer à un moment donné ou l'autre de leur vie dans un bâtiment. Donc, ça peut être, encore une fois, dans des endroits très variés. Ça peut être, comme là, sur cette photo, dans un grenier. Ça peut aussi être dans un caisson de store, derrière des volets, dans la cave, etc., etc. Donc, ça peut être à beaucoup d'endroits. Et puis après, elles vont aussi être capables d'être dans des grottes. Alors, chez nous, ça va. Bon, déjà, à Genève, on n'a pas beaucoup de grottes, faut pas me dire ce qui est. Mais pour les chauves-souris de chez nous, ça va plutôt être. Les grottes vont plutôt être utilisées pour l'hibernation. Mais on a certaines espèces, plutôt dans le sud, qui vont utiliser aussi les grottes pour établir leur gîte d'été et y élever leurs jeunes. Finalement, pour finir ce tour d'horizon des particularités des chauves-souris,
On va parler quelques instants de leur cycle de vie annuel, puisque vraiment, elles ont un cycle de vie qui est extrêmement particulier. Donc, vous savez peut-être que les chauves-souris chez nous, elles hibernent l'insectes qui volent pour leur fournir assez de nourriture. Et donc, elles vont hiberner. Et puis, au printemps, elles vont se réveiller. Donc, mars, avril, ça dépend des conditions, on va dire, extérieures. Et puis, d'abord, la première préoccupation, ça va être de vraiment manger un maximum pour reprendre des forces. Et puis, ensuite, elles vont regagner le site où les femelles elles vont se regrouper pour pouvoir mettre bas. Et puis, il va vraiment y avoir du coup l'élevage des jeunes qui va avoir lieu avec les femelles qui vont chasser, qui vont allaiter leurs petits, etc. Et puis qui vont faire grandir leur progéniture. Et puis, une fois que les jeunes sont prêts à prendre leur envol, et la colonie va se vider petit à petit, puis on va repasser sur une période vraiment de nourrissage intensif pour pouvoir préparer l'hiver et cette hibernation. Et notamment pendant cette période-là de transit avant l'hibernation, les adultes vont se regrouper pour se reproduire. Alors ça, c'est des choses qu'on ne maîtrise encore pas tout à fait. La reproduction des chauves-souris, de quand ça se fait exactement, on a un peu des pistes, mais tout n'est pas encore, on va dire, connu sur ces animaux. Mais ce qu'il faut noter et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que les chauves-souris, elles vont se reproduire à l'automne. Et puis, finalement, les femelles, elles ne vont pas pouvoir gérer une hibernation et une gestation en même temps, puisque c'est évidemment des processus qui sont très coûteux en énergie. Et donc, les femelles, elles vont finalement, dès l'accouplement, mettre tout le processus de gestation sur pause, en guillemets, pour le reprendre au printemps, une fois qu'elles auront hiberné puis qu'elles auront pu reprendre des forces. Merci beaucoup, Aline, pour toutes Ouais. ces riches informations sur les chauves-souris. Je pense qu'on pense en savoir beaucoup, mais on voit qu'en fait, on n'en sait pas forcément grand-chose de ces petits animaux qui, pour certains, nous repoussent. Alors, on a plutôt l'impression qu'elles vont nous menacer, en l'occurrence, avec leurs petites dents. Mais en l'occurrence, c'est plutôt nous qui les menaçons, ce que j'ai pu constater lors de la préparation de ce webinaire. Du coup, les chauves-souris sont-elles réellement menacées? Alors, oui, tout à fait, elles le sont, comme beaucoup d'animaux aujourd'hui. La majorité des chauves-souris sont menacées, alors je parle bien, dans le monde c'est une chose, mais chez nous en Suisse ou en France voisine, ce qui nous occupe plus particulièrement ce soir, elles le sont pour plusieurs critères. On va regarder, on va dire, les principaux. Là, donc oui, je disais la fragmentation des territoires. Donc quand on voit, évidemment, la photo, c'est très clair. Il faut imaginer que si on a une chauve-souris d'abord qui évolue on va dire, dans une forêt complètement homogène et puis qu'elle peut se balader comme elle le souhaite, rejoindre son territoire de chasse le plus facilement du monde depuis son gîte, etc., c'est optimal. Et puis quand on commence à mettre des routes, des infrastructures de transport, des zones urbaines, etc., tous ces déplacements, ils vont être extrêmement compliqués. Donc, ça veut dire qu'on peut notamment rallonger les durées de déplacement vers les zones de chasse qui entraînent des pertes d'énergie. On peut avoir des zones de chasse qui sont non plus, du coup, plus du tout accessibles, puisqu'elles se retrouvent morcelées, perdues au milieu je sais pas, de routes ou que sais-je. On peut avoir du coup des difficultés à trouver des partenaires avec lesquels se reproduire, etc., etc. Donc les conséquences vraiment de la fragmentation du territoire, elles sont multiples. Et puis un élément aussi qui est vraiment important pour les chauves-souris en termes de fragmentation, c'est ce qu'on appelle la pollution lumineuse. Donc c'est toutes les émissions de lumière qui ne sont pas d'origine naturelle et qui, pour le coup, ont une grande répercussion. Ah, pardon, j'ai un peu anticipé, mais qui ont une grande répercussion aussi sur les chauves-souris, parce il y a des espèces qu'on appelle des espèces lucifuges, donc c'est des espèces qui vont vraiment fuir la lumière et pour qui
une route ponctuée de lampadaires. Il faut vraiment imaginer ça à l'instar d'un mur qui va pas du tout pouvoir être franchi. Et donc, du coup, voilà, de restaurer des corridors noirs, c'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui très d'actualité, particulièrement pour les chauves-souris, parce qu'elles en ont absolument besoin pour pouvoir prospérer ou même rester aux endroits qu'elles exploitent déjà. Et pour certaines de ces espèces, donc typiquement les rhinolophes, les barbacelles, les oreillards, qui sont très sensibles à ces questions-là, c'est vraiment une composante centrale à prendre en compte dans leur conservation. Ensuite, du coup, un autre type de menace, c'est en guillemets bêtement la destruction des gîtes, surtout quand on a des espèces qui sont aussi liées au milieu anthropisé que les chauves-souris. C'est-à-dire que aujourd'hui, on rénove énormément les anciennes fermes pour des questions énergétiques ou pour les transformer en habitation, etc. Ce qui est très bien, hein, je ne veux pas du tout dire que c'est une mauvaise chose, mais ce qui souvent empêche les chauves-souris de s'implanter ou alors déloge complètement des colonies qui étaient déjà existantes ou qui même, dans le pire des cas, on peut imaginer un grenier, par exemple, qui est fermé pour empêcher les pigeons de rentrer ou un clocher d'église. On peut se retrouver avec des colonies entières de chauves-souris qui se retrouvent emmurées vivantes dans un édifice et puis qui vont mourir là dans des circonstances pas très sympathiques. Donc, on a la destruction des gîtes en milieu bâti et puis on a aussi la destruction des gîtes pour les espèces arboricoles avec les abattages des arbres à cavité, notamment en milieu urbain ou suburbain pour des questions de sécurité des usagers. Et puis finalement, la quatrième menace à traiter ce soir, du coup, une image très en lien avec le léman, c'est évidemment l'utilisation des pesticides, puisqu'encore une fois, toutes les espèces de chez nous sont insectivores. Et puis, tout ce qui va participer à la diminution globale des insectes est évidemment quelque chose qui va beaucoup prétériter les chauves-souris. Dans le cas des pesticides, on a à la fois la destruction directe des insectes par les pesticides, mais aussi l'empoisonnement des proies potentielles qui auraient survécu aux produits chimiques qui vont empoisonner petit à petit les chauves-souris et qui peuvent les faire mourir d'empoisonnement finalement progressif. Voilà pour les menaces. Donc, elles ne sont pas qu'une menace pour nous, elles ne sont pas une menace pour nous, mais par contre, nous sommes une menace pour elles. Oui, clairement. Voilà, malheureusement. Alors, on voit cette image avec le léman derrière. Justement, qu'en est-il des chauves-souris et le léman, leur lien avec le léman? On va passer en revue un petit peu toutes les chauves-souris qu'on trouve dans notre région et notamment celles qui bénéficient du lac. Mais avant ça, un petit sondage, je vais vous mettre à l'épreuve. Combien d'espèces de chauves-souris est-ce qu'on trouve dans notre région lémanique? Alors, Voilà, c'est notre territoire. La majorité des gens ont répondu juste, à savoir effectivement, nous avons bien 29 espèces de chauves-souris dans notre région. Du coup, Aline, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de toutes ces différentes chauves-souris qu'on retrouve chez nous? Oui, alors effectivement, on a 29 des 30 espèces, on va dire, suisses qui sont présentes, puisqu'en France, il y en a quelques-unes de plus, puisqu'il y a la Méditerranée qui rapporte d'autres espèces. Donc, il faut savoir qu'on a quand même, en guillemets, beaucoup de chance dans la région. On a des paysages qui sont très diversifiés, avec des milieux aussi assez différents qui font qu'on peut avoir toute cette diversité d'espèces. Et puis, du coup, on a sur ces 29 espèces de chauves-souris, elles vont représenter un mammifère sur 3 de la région lémanique. Donc, encore une fois, c'est aussi pour ça que c'est extrêmement important de les étudier.
C'est parce que c'est une grande part de la diversité spécifique des mammifères. Et puis, finalement, qu'est-ce que l'élément vient jouer comme rôle là-dedans? L'élément, ça va surtout être un point d'eau essentiel pour les chauves-souris, donc une ressource quasiment infinie et intarissable pour s'abreuver. Donc les chauves-souris, pour boire, en fait, elles font un peu comme les hirondelles, c'est-à-dire qu'elles viennent en vol au ras de l'eau, elles ouvrent la bouche et puis elles prennent de l'eau, elles repartent directement avec. Donc le rôle de l'élément, c'est avant tout d'avoir cette possibilité de s'abreuver facilement. Et c'est aussi pour ça, probablement, qu'on a autant d'espèces dans la région. C'est que, du coup, il n'y a pas de difficulté à trouver de l'eau, ce qui est quand même un critère important au développement de la vie, hein. Et puis, l'élément, ça peut aussi, alors pas du tout pour du coup toutes les espèces, mais pour certaines, ça peut être une source importante de nourriture. On a notamment le murin de Bourton, donc qui est une espèce de chauve-souris de plutôt petite taille, pour le coup, qui est un murin pêcheur. Vous le voyez à la photo, alors évidemment, si vous n'avez jamais eu de chauve-souris de près, ça va peut-être moins vous parler, mais proportionnellement aux autres chauves-souris, il a vraiment des très grands pieds. Et c'est parce que c'est une chauve-souris qui va vraiment chasser au ras de l'eau. Donc c'est la seule chauve-souris qu'on peut reconnaître vraiment à 100% et identifier à coup sûr rien qu'au vol. C'est-à-dire que si vous voyez une chauve-souris qui va vraiment rester à la surface de l'eau et puis virevolter à quelques centimètres ou dizaines de centimètres de la surface de l'eau, c'est certainement en murin de Daubenton, ce qui vient finalement cueillir les insectes qui sont à proximité de la surface. Et c'est la seule chauve-souris de chez nous aussi qui va être capable de manger de temps en temps, en tout cas, du poisson. Puisque le murin de Daubenton, même si c'est une toute petite chauve-souris, il va ponctuellement attraper des tout petits alevins qui sont cachés juste sous la surface. Donc l'élément pour cette espèce, ça va vraiment être du coup une zone de chasse essentielle. Et on a notamment à Chanteau, on a une colonie de murins de Daubenton qui sont dans des arbres. On a plus de 800-900 murins de Daubenton qui chaque nuit prennent un petit passage sous voie pour traverser sous les voies de train et qui vont après rejoindre le lac pour chasser toute la nuit. Ensuite, du coup, l'idée, c'était de partir aussi un peu pour vous présenter les autres espèces de chauves-souris qu'on a dans le bassin lémanique. Donc, pour des raisons à la fois de temps et aussi parce qu'il y a plein d'espèces qu'on a de la peine à différencier si on n'est pas spécialiste, je vous ai mis les principaux groupes d'espèces. Donc, un des principaux groupes d'espèces dont il faut qu'on parle ce soir, c'est le groupe des pipistrelles. Donc, les pipistrelles, on en a 4 espèces. Là, vous avez une photo de la pipistrelle de Kuhl. Donc les pipistrelles, c'est des chauves-souris de petite taille. Pour simplifier, il faut dire qu'elles font à peu près la taille d'un pouce. Et c'est vraiment les chauves-souris qui se sont le plus habituées à être proches de l'humain, et notamment qui sont le moins sensibles à tout ce qui est pollution lumineuse. Donc si vous voyez des chauves-souris voler, notamment autour des lampadaires en zone urbaine, c'est très probablement des pipistrelles, et même plus probablement des pipistrelles de Kuhl qui se sont vraiment habituées à s'approcher proche des lampadaires pour pouvoir profiter de la source de nourriture que ceci représente. Et donc les pipistrelles, c'est des chauves-souris qui vont être en journée, donc dans leur colonie, ça va être des colonies en bâtiment, et qui, la nuit venue, vont chasser plutôt en lisière, donc vers des arbres ou des structures arborées, mais ni en plein ciel, ni en pleine forêt. Ensuite, on a le vespère de Savy, donc qui est peut-être un peu moins inféodé au bassin genevois, puisque c'est une espèce donc, qui est très proche des pipistrelles, et d'ailleurs avant on l'appelait la pipistrelle de Savy. Donc c'est une espèce qui est adepte des milieux rocheux pour établir ses gîtes. Et donc notamment c'est une espèce qui va beaucoup être dans les falaises, et c'est ce qui explique aussi qu'on l'a pas beaucoup dans le bassin genevois, c'est qu'on peut pas dire qu'on soit très riche en falaises. Mais c'est notamment une espèce qu'on va pouvoir retrouver dans des ponts qui représentent des habitats de substitution assez proches finalement des milieux rocheux qu'ils affectionnent habituellement. Donc on en a notamment dans le pont Butin ponctuellement, où on peut aussi en avoir sur la façade de la cathédrale à Genève.
mais une espèce un peu moins liée au bassin chauffoir, on va dire. Ensuite, on a le groupe des sérotines. Pour simplifier, les sérotines, il faut dire que c'est des pipistrelles géantes. Déjà parce qu'elles ont des critères anatomiques qui sont relativement approchants, sauf que ça va faire peut-être 3 fois la taille d'une pipistrelle classique. Donc, pour faire une estimation, c'est à peu près une longueur de paume d'une main. Et puis, ben, les sérotines, elles vont aussi être comme les pipistrelles la journée dans des milieux bâtis, donc dans des bâtiments divers et variés, enfin des maisons individuelles comme des églises ou des fermes. Et puis la nuit, elles vont plutôt chasser aussi dans des milieux, enfin des lisières ou des milieux un petit peu structurés, mais pas non plus complètement fermés. Ensuite, pour le cas des sérotines, vous avez le droit à 2 photos, puisque là, la première photo, c'était une sérotine commune. Là, vous avez aussi une sérotine bicolore, parce que quand même, c'est une très belle chauve-souris, donc c'était intéressant de pouvoir la voir. La sérotine bicolore, pour la petite anecdote, on l'a capturée pour la première fois à Genève l'année passée. Précédemment, on l'avait observé qu'au niveau acoustique ou lors d'interventions chez les particuliers, mais c'est la première fois qu'on capturait une sérotine bicolore sur le terrain. Et la troisième espèce de sérotine, c'est la sérotine boréale dont je vous ai parlé un petit peu avant, qui, elle, est capable de passer au-delà du cercle polaire, mais qu'on a que très ponctuellement dans le bassin genevois. Ensuite, on a un autre groupe qui est le groupe des noctules. Donc, les noctules, c'est assez facile. Il y a 3 espèces. Il y en a une petite, une moyenne et une grande. Donc, quand vous savez que vous avez une noctule, après, c'est plutôt facile de déterminer face à laquelle vous êtes. Les noctules, on les reconnaît notamment avec ce pelage très dense qui est brun chocolat. Et les noctules, elles ont la particularité donc, de plutôt être dans des gîtes dans les arbres la journée et de chasser. Vraiment, c'est des espèces qui vont être liées au milieu ouvert. Donc, c'est des espèces qu'on va appeler de plein ciel. Donc, elles vont chasser haut en altitude. C'est même typiquement la noctule commune que vous voyez là. On la voit assez souvent chasser à la fin du jour avec les derniers martinets, puisque c'est une espèce qui va sortir relativement tôt en soirée. Et puis, sa cousine, la noctule Leixler, qui est la plus petite des 3 espèces de noctules, elle a la particularité d'émettre des ultrasons, donc vraiment pour les colocations dont on a parlé précédemment, aussi fort qu'en avion au décollage. Donc voilà, on a des chauves-souris, finalement, heureusement qu'on ne les entend pas dans ces sons de décolocation, puisqu'elles sont capables de produire des cris étonnamment bruyants au regard de leur petite taille. Et dans le cas des noctules, ça s'explique par le fait que justement elles sont en plein ciel dans des environnements où il n'y a finalement pas beaucoup de proies et donc elles ont besoin d'avoir des informations d'éléments très lointains. Ensuite, on revient finalement au groupe des murins dont on a déjà parlé un petit peu avec le murin de Daubenton. Les murins, il y a 30 espèces, donc ça va représenter un tiers des chauves-souris qu'on a chez nous. Étant donné qu'on a autant d'espèces, on a forcément aussi beaucoup de différences morphologiques. Donc, des murins, on a des petits, des moyens et des grands. On en a qui vont passer la journée dans des arbres, on en a qui vont passer la journée dans des bâtiments. Mais par contre, là où généralement ils se regroupent à peu près tous, c'est sur le fait que ça va être des chauves-souris qui vont chasser plutôt en forêt. Et donc, ça va être des chauves-souris aussi qui vont faire partie de ce groupe des espèces lucifuges dont je vous ai parlé précédemment, donc qui vont être particulièrement sensibles à la lumière et donc pour lesquelles vraiment la préservation de la trame noire est une mesure particulièrement importante. Donc là, la première espèce que vous avez, c'est un murin à moustache. Pour le coup, c'est une espèce de murin de relativement petite taille. Pour le coup, pas très facile à identifier. Ensuite, on a une espèce du coup de taille moyenne qui est le murin de Bechstein avec des très très grandes oreilles qui lui va établir ses colonies dans des arbres et qui va en bouger très régulièrement pour anticiper la prolifération des parasites. Donc une espèce pour le coup pas très facile à suivre puisqu'elle est très très mobile. Et puis après, dans le groupe des grandes espèces de murins, on a, comme son nom l'indique, le grand murin, qui pour le coup est une espèce qui va être la journée plutôt en bâtiment,
qui va former des grandes colonies de plusieurs centaines d'individus potentiellement, qui va avoir besoin de grands volumes, donc on va plutôt trouver dans des combes d'églises ou dans des greniers de fermes, etc. Et le grand murin, il a une technique de chasse assez particulière, puisqu'en fait, il va chasser surtout des gros scarabées qui se trouvent au sol. Et donc, il va voilà, chasser en forêt, identifier le fait qu'il y a un scarabée à proximité dans la litière et se poser finalement pour finir la traque en coursant sa proie, comme pour le coup un mammifère un peu plus classique, enfin ce qu'on a un peu plus l'habitude de voir. Ensuite, un groupe généralement que les gens apprécient bien, il faut dire qu'ils sont quand même relativement, ils sont plutôt mignons. C'est le groupe des oreillards. Les oreillards, on en a 3 espèces qui sont globalement très difficiles à différencier. Par contre, quand on a un oreillard, on reconnaît facilement que c'en est un de par la taille des oreilles. Les oreillards, ça va être vraiment des espèces qui sont liées au milieu forestier pour la chasse et qui vont avoir un vol extrêmement manœuvrable puisqu'ils sont capables de faire à la fois du surplace, mais aussi de voler à reculons. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui leur est utile dans leur environnement de chasse, puisqu'ils ont besoin, ils chassent dans des endroits très encombrés, et puis ils vont du coup avoir besoin de pouvoir éviter une quantité importante d'obstacles. Et les oreillards, ils ont même la particularité de pouvoir du coup aller glaner des proies qui sont posées sur un arbuste, par exemple, et de venir vraiment l'attraper délicatement sur sa feuille ou sa branche pour repartir finalement après en sens inverse. Et puis les oreillards, ils ont aussi la particularité d'émettre une partie des sons d'écholocation donc pour se déplacer par le nez. Donc ils vont finalement souffler une partie de ces sons quand ils chassent. Et puis ensuite, on a le dernier groupe qui regroupe 2 espèces, le grand et le petit rhinolophe. Alors malheureusement, c'est des espèces qu'on ne voit pas beaucoup parce que c'est des espèces qui sont extrêmement rares. Pour le coup, c'est des espèces qui sont extrêmement lucifuges, qui vont être vraiment très sensibles à l'éclairage. Et puis dans le cas du grand rhinolophe, il va aussi être très sensible à la qualité des milieux qui entourent son gîte. Le petit rhinolophe aussi, mais avec des conditions, on va dire, un petit peu peut-être moins contraignantes. Les rhinolophes, un rhino, c'est le nez. Hein, vous voyez bien qu'ils ont un nez extrêmement particulier. Et ce, pour une très bonne raison, finalement, c'est parce que les rhinolophes ils vont émettre leurs ultrasons exclusivement par le nez, pour le coup. Ce qui fait qu'ils ont un sonar, évidemment, les sons sont tout à fait différents des autres chauves-souris. Ils vont avoir un sonar qui est d'autant plus précis. Et notamment, cette sorte de grande assiette qu'ils ont, elle sert finalement à pouvoir à diriger ces sons dans cette démarche d'écolocation. Ensuite, il nous reste encore quelques espèces qui sont entre guillemets des espèces individuelles. Donc, on n'a pas plusieurs qui se ressemblent. Là, typiquement, dans la barbastelle d'Europe, c'est la seule chose qu'on ait chez nous qui soit quasiment toute noire. La barbastelle, c'est une espèce qui va plutôt être en forêt, en tout cas pour chasser. En théorie aussi en forêt pour ses gîtes, mais dans le bassin genevois, on ne sait pas tellement pourquoi. Mais elle établit ses colonies de reproduction derrière des volets. Donc, on a des gens qui se retrouvent avec des volets qu'ils n'ont pas l'habitude de fermer parce que c'est par exemple dans une cuisine ou que sais-je. Et puis un jour, ils se rendent compte que finalement, il y a des chauves-souris qui ont élu domicile derrière ces volets, mais qu'en plus, outre le fait qu'elles y passent la journée, elles y mettent vraiment au monde et elles y élèvent leurs petits. Ensuite, on a une autre espèce, qui s'appelle le Minoptère de Schreiber, qui pour le coup n'est pas trop une espèce qui nous concerne dans le bassin genevois. Pour vous donner une idée, on l'a observé pour la première fois au Fort l'Écluse. C'était la première fois depuis 1984 qu'on la revoyait dans le bassin genevois, pour la simple et bonne raison que c'est une espèce, pour le coup, méditerranéenne. Et c'est aussi une espèce qui va apprécier établir ses gîtes dans des grottes. Et dans le bassin genevois, non seulement on n'a pas beaucoup de grottes, mais souvent des grottes qui sont trop fraîches en fait, pour pouvoir accueillir des colonies. Donc peut-être une espèce qu'on va voir par contre revenir avec plutôt arriver avec le changement climatique qui va tout d'un coup peut-être pouvoir plus s'établir chez nous.
Et du coup, c'est la même chose pour la dernière des espèces du bassin genevois, qui est le molosse de Sestonie, qui est donc une espèce aussi pour le coup méditerranéenne, qui est une espèce donc de grande taille, qui est une espèce de plein ciel. Donc, c'est une chauve-souris qu'on voit jamais poser en temps normal, qui va vraiment être haut en altitude, qui a aussi la particularité d'émettre des ultrasons qui sont juste à la frontière avec les sons qu'on est capable d'entendre. Donc, notamment les jeunes enfants qui ont encore des bonnes oreilles capables de capter les aigus vont pouvoir potentiellement entendre. Et puis, cette espèce-là, ben, voilà, va probablement remonter aussi avec les changements climatiques. Et notamment l'année passée, on en a eu, ben, c'était la première fois qu'on en avait eu une en main à Genève, puisqu'il y en a une qui a été retrouvée au sol à Plainpalais l'été passé, probablement une chauve-souris qui s'était installée dans un caisson de store la journée pour se reposer, et puis qui s'est retrouvée, quand les gens ont ouvert ou fermé le store, à se faire broyer littéralement l'avant-bras. Et donc, on a retrouvé au sol. Donc, c'était effectivement très triste pour elle. C'est une bête qu'on a été obligé d'euthanasier, mais ben voilà, ça restait une observation quand même intéressante, puisque c'était la première qu'on avait vraiment en main sur le canton. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de toutes ces espèces. Merci beaucoup, Aline, pour la présentation de toutes ces espèces. C'est vrai qu'on va penser qu'il n'y a qu'une chauve-souris, et non, il y en a plein avec toutes leurs particularités morphologiques. On a envie de les caresser, elles sont toutes choues. Bref. On va maintenant essayer de répondre à cette fameuse question, est-ce que les vampires existent? Avant ça, un petit sondage à ce sujet. Voici quelques mythes et légendes sur les chauves-souris qu'on a dans nos sociétés. À votre avis, parmi celles-ci, lesquelles sont vraies? Vous pouvez donner plusieurs réponses. Alors pour le coup, en fait, tous ces mythes existent dans nos sociétés, même les souris qui volent. Je pense peut-être les plus jeunes pensent que les chauves-souris sont des souris qui volent. On va regarder ça plus en détail avec Aline, justement, par rapport à ces mythes et légendes. Alors, les vampires, qu'en est-il, Aline? Eh ben, les vampires existent, pas du tout de la façon dont on peut imaginer, notamment dans les films. Donc, sur les 1400 espèces de chauves-souris qu'il y a dans le monde, il y en a 3 qui sont hématophages, donc qui se nourrissent de sang. Et quand on dit hématophage, on ne parle pas d'une chauve-souris carnivore qui mange un petit peu de sang en même temps qu'elle mange sa proie. On parle vraiment d'animaux qui se nourrissent exclusivement de sang. Donc, il y en a effectivement 3, 2 qui sont exclusivement ou majoritairement sur les oiseaux, et une qui est exclusivement sur les mammifères. C'est la chauve-souris que vous avez là à l'écran, qui s'appelle pour le coup en français le vampire commun. Après, c'est pas du tout le vampire des films, donc déjà, c'est pas une chauve-souris extrêmement grande, hein. Et puis, c'est pas non plus une chauve-souris qui va avoir des canines de vampire acérées qu'elle va planter dans le cou de ses victimes, et puis qu'elle va leur sucer le sang jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est une chauve-souris qui va avoir pour le coup des incisives très effilées. On va imaginer ça un peu comme des lames de rasoir. Et puis finalement, ces chauves-souris vont se poser sur leur proie. Donc généralement, c'est des mammifères de plutôt grande taille. Et puis elles vont venir, on va dire, griffer la surface de la peau avec ces incisives. Et puis lécher les petites gouttes de sang qui vont perler à la surface. Et puis, en vampire, bah, c'est pas, voilà, ne suce pas le sang de sa proie jusqu'à ce que mort s'en suive, puisque une chauve-souris vampire, elle va se nourrir
par nuit et donc par période de 24 heures de l'équivalent d'une cuillère à soupe de sang. Donc c'est finalement voilà, relativement peu, et ce d'autant plus qu'on imagine qu'elles se nourrissent sur des mammifères de grande taille. Donc voilà ce qu'il en est pour les vampires. Et puis oui, ce qu'il faut dire aussi peut-être, pour ceux qui s'inquiéteraient, c'est que ces chauves-souris vampires, que ce soit le vampire commun ou les deux autres, ce sont que des chauves-souris qui vont vivre en Amérique du Sud. Donc on n'est pas vraiment concerné par cette problématique chez nous. Ensuite, pour les autres mythes et légendes qu'on peut entendre, là vous avez 3 représentations, donc on en a déjà un petit peu parlé finalement. La première, c'est que les chauves-souris s'accrochent dans les cheveux. Donc si j'ai les cheveux courts, ce n'est pas pour me faciliter ma vie au quotidien, pour pas me faire coloniser par mes sujets d'études, mais les chauves-souris, finalement, perçoivent très bien nos cheveux, hein, c'est pas du tout un problème. On a dit tout à l'heure qu'avec leur sonar, elles étaient capables de détecter un fil qui faisait l'épaisseur d'un cheveu. Vous vous rendez bien compte que c'est extrêmement peu probable qu'elles ne soient pas capables de repérer une masse entière de cheveux. Et puis finalement, elles n'ont non plus pas d'intérêt à venir proche de chez nous, enfin proche de nous, puisqu'elles vont pas, on va pas être une source de nourriture intéressante, on peut être des prédateurs potentiels. Donc, il n'y a pas d'intérêt pour elles de s'approcher de nous plus que ça. Le seul cas éventuel, ça pourrait être celui de jeunes individus qui, comme à l'instar de nos enfants, quand ils naissent, vont pas forcément être très débrouillards quand il va s'agir d'apprendre à marcher. Les jeunes chauves-souris ne sont pas non plus très débrouillardes au moment d'apprendre à voler, donc on peut avoir des petits ratés, mais c'est la seule, finalement, c'est la seule possibilité dans laquelle on puisse rentrer dans un cas de chauve-souris qui rentre dans quelqu'un. Ensuite, pour les chauves-souris aveugles, on en a déjà parlé aussi, hein. Elles ne sont pas aveugles, je vous l'ai dit, elles voient à peu près comme nous, sans les couleurs. C'est juste qu'elles ont effectivement mis au point un autre système bien plus efficient et efficace pour se repérer dans la nuit. Et puis, pour ce qui est de la troisième image, que les chauves-souris ne sont pas juste des chauves-souris avec des ailes. J'espère que tout ce que j'ai pu vous dire jusqu'à maintenant vous l'a démontré. Donc, les souris et les chauves-souris, c'est vraiment des groupes complètement différents. Les souris sont des rongeurs, elles n'ont effectivement pas du tout la capacité de voler, elles vont avoir de nombreux petits par année, vivre généralement peu longtemps. Les chauves-souris, on est complètement sur le grand écart finalement, hein. Donc ça va être des individus et des animaux qui vont vivre globalement très vieux, qui vont avoir qu'un petit par année auquel elles vont apporter un soin maternel très élevé. Et puis surtout, voilà, elles sont capables de voler, ce qui est la différence finalement la plus importante. Et puis finalement, quelques mots aussi pour peut-être des fois un peu replacer le curseur par rapport à l'image qu'on peut avoir des chauves-souris. C'est vrai que dans nos sociétés, elles sont très mal perçues, hein. C'est associé au diable, aux esprits des ténèbres, etc., comme beaucoup d'animaux nocturnes, hein. Finalement, il n'y a pas encore si longtemps, on clouait des chauves-souris sur les portes des granges pour éloigner le mauvais esprit. Et puis, voilà, c'était juste pour vous dire que dans d'autres cultures, c'est complètement différent, hein, finalement. Dans notamment la culture aztèque, les chauves-souris sont vraiment un symbole de renaissance, puisque dans ces pays-là, elles sont majoritairement dans les grottes, donc finalement dans le ventre de la terre-mère, et que chaque soir, quand elles s'envolent, c'est comme si elles sortaient de ce ventre de la terre-mère, et donc chaque soir, c'est la même chose qui se répète, et c'est une renaissance finalement à l'infini. Et puis à droite, vous avez une amulette, pour le coup, qui est une amulette chinoise, qui est une amulette porte-bonheur. Et puis, donc elle représente plein de symboles qui illustrent le bonheur en Chine. Notamment les chauves-souris, puisque le mot chinois, alors je ne m'aventurerai pas à essayer de le dire, mais est le même mot pour dire bonheur et chauve-souris en chinois. Donc, il y a vraiment un lien qui est fort. Donc, cette amulette porte-bonheur, elle porte des chauves-souris qui sont au nombre de 5, qui est aussi un nombre extrêmement important et signe de bonheur en Chine. Donc voilà, juste pour dire que finalement,
selon où on se situe dans le monde, la perception d'un animal peut finalement être complètement autre. Merci beaucoup, Aline. Je crois qu'on a tous un regard différent maintenant sur les chauves-souris, sur leur importance dans notre écosystème. Et puis comme quoi, justement, ce ne sont pas des animaux démoniaques, même s'ils peuvent être des vampires, mais pas chez nous. Donc, en tout cas, merci infiniment pour nous avoir partagé ton savoir. Avec On plaisir. va passer maintenant à la partie des questions-réponses. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser vos questions. Vous avez été tous très intéressés. Voilà, c'est bon, il y a les questions qui arrivent. Très bien. Vous avez compris sur le petit icône chat ou discussion. En bas, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vais passer la parole à Malika, notre modératrice ce soir, par rapport aux questions. Malika, la parole est à toi. Merci et merci beaucoup Aline, c'était très intéressant. Donc je vais commencer par la première question qui est, avant la conférence, il était question de microplastique. Est-ce que cela représente un problème pour l'espèce de chauve-souris qui se nourrit à ras de l'eau? Alors honnêtement, je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose qui ait été étudié, puisqu'on n'en a pas vraiment parlé, mais les chauves-souris, c'est des animaux sur lesquels on a, on dit, passablement de retard en termes d'études, hein, puisque pendant longtemps, c'était des animaux qu'on ne voyait pas et qu'on n'entendait pas. Donc on peut étudier, j'ai envie de dire, de façon efficace depuis à peu près une trentaine d'années, maintenant qu'on a des matériels un petit peu plus spécifiques. Donc, par rapport au murin de Dobranton, je ne sais pas si des études dans ce sens-là, par rapport au microplastique, ont été faites. Honnêtement, si c'est le cas, j'en ai pas connaissance. Merci. La prochaine personne voudrait savoir pourquoi les chauves-souris s'accrochent la tête en bas. Alors ça, c'est plus une question, j'ai envie de dire, logistique, c'est-à-dire que dans la nature, et la plupart des endroits sont déjà colonisés et utilisés par d'autres espèces. La capacité qu'ont les chauves-souris à s'accrocher la tête en bas, ça répond à une opportunité finalement d'utiliser des espaces qui ne sont pas exploités par les autres espèces et qui en plus les rend généralement peu accessibles pour les prédateurs. Donc, c'est à la fois une question d'avoir un espace, un lieu de vie à exploiter, peut-être, qui leur permet de tirer leur épingle du jeu d'une certaine façon, et en plus qui les protège de la prédation. Mhm. D'accord, la prochaine question c'est quelle est la surface de l'air d'une chauve-souris? La surface de l'aire de chasse. Oui, pardon, l'air de chasse. Alors, ça, c'est pas possible de donner une réponse générale dans le sens où ça va vraiment dépendre des différentes espèces. Si on pense par exemple au grand murin dont on a parlé tout à l'heure, c'est des espèces qui sont capables de faire une centaine de kilomètres en une nuit. Donc, on a des espèces, des individus de la colonie qui se trouvent dans l'église de Satigny, par exemple, qui vont se rendre sur le sommet du Salève, chasser sur le Salève et puis retourner le lendemain matin dans l'église. Et puis, pour d'autres espèces, typiquement des rhinolophes, on va avoir des chauves-souris qui vont chasser dans un périmètre de quelques kilomètres, 1 ou 2 kilomètres autour du gîte. Ça va vraiment dépendre des espèces et il y a des grandes disparités. Okay. Alors, la prochaine question, c'est hormis l'habitat, y a-t-il d'autres moyens de les aider? Donc, par exemple, la nourriture. Alors, non, enfin, la nourriture, en tout cas, pas, dans le sens où elles sont toutes insectivores, donc c'est pas possible, comme à l'instar des oiseaux, de mettre, je sais pas, une mangeoire avec des graines, des choses comme ça. Ce qui est possible de faire, c'est éventuellement d'installer des nichoirs. Alors, c'est beaucoup plus compliqué que les oiseaux. Il y a des chances que ça fonctionne qui sont quand même relativement faibles, entre guillemets. Si jamais il y a des fiches techniques qui sont disponibles sur le web pour aider à choisir les orientations des nichoirs, etc. Et puis après, si vous avez un jardin, les meilleures choses à faire, c'est d'essayer d'avoir un jardin le plus diversifié possible, de laisser de la place à des herbes un peu folles, des zones de prairie pour que ça facilite le développement des insectes. Et puis aussi de limiter au maximum l'éclairage extérieur. D'accord. Merci. Pourquoi est-ce que les chauves-souris ont des stries, donc des lignes dans les oreilles à l'intérieur?
Oh, alors c'est une bien bonne question. Honnêtement, j'en ai strictement aucune idée. Je sais pas si, je saurais pas dire si c'est lié à un besoin spécifique par rapport à l'écolocation ou à la réception des sons, ou si c'est juste une particularité morphologique de la même façon qu'on a des gens qui ont des cheveux bruns et d'autres des cheveux blancs. Honnêtement, je n'en ai pas la moindre idée. Ok, merci. Adrien qui demande, on a vu sur les photos que les chauves-souris ont des petites oreilles devant les grandes. Et à quoi servent-elles? Ah, alors c'est pas des petites oreilles, c'est le tragus qu'on a vu sur certaines photos. Le tragus, on en a un aussi, hein, c'est le petit repli de peau qu'on a à l'intérieur de l'oreille, à l'avant du pavillon. Alors, à quoi ça sert? J'ai envie de dire un peu comme chez nous, c'est-à-dire que ça participe à l'ensemble du système auditif. Par contre, ce qui est intéressant à savoir, c'est que le tragus, c'est un excellent outil et une porte d'entrée très intéressante pour pouvoir identifier les principaux groupes de chauves-souris, puisqu'elles ont toutes des tragus avec des formes différentes. Les notules ont des tragus en forme de champignon de Paris, par exemple, les pipistrelles en forme de virgule, etc., etc. D'accord, merci. Alors, pour la prochaine personne, je ne suis pas tout à fait sûre de comprendre la question, mais arrêtez-moi si jamais j'ai mal compris. Donc, j'ai eu des chauves-souris dans mon toit. Que faire pour qu'elles ne s'installent plus? J'ai peur qu'elles... Ah oui, c'est ça, oui. J'ai peur qu'elles abîment avec leur déjection. Alors bon, ça c'est difficile de donner une réponse générale dans le sens où c'est de toute façon un cas particulier. Déjà, la première chose à dire, c'est que les chauves-souris, c'est tous des animaux protégés et leurs habitats le sont aussi. Donc en théorie, on peut pas, et je dis bien en théorie, hein, dans le sens où s'il y a un réel problème, c'est différent. Mais en théorie, on peut pas déloger des chauves-souris, une colonie de chauves-souris d'une habitation. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est relativement rare et même quasiment, ça arrive quasiment jamais qu'elles créent vraiment, qu'elles abîment les bâtiments parce qu'elles ne vont pas ronger donc ni l'isolation et puis les déjections, comme elles sont formées finalement de tous les fragments de carapace des insectes, c'est des déjections qui sont très sèches et donc qui abîment pas finalement les bâtiments. Maintenant, s'il y a des problématiques vraiment spécifiques, et ça arrive, hein, je ne veux pas minimiser ça, le plus simple, en fait, c'est de faire appel donc, au CCO Genève si vous êtes sur Suisse, au CCO sur Genève, au CCO Vaud si vous êtes sur Vaud, ou au groupe Kiro Rhône-Alpes si vous êtes côté français. Et puis, finalement, d'avoir quelqu'un qui peut vous donner des conseils spécifiques à votre cas et venir voir le cas échéant s'il y a besoin d'une expertise ou d'un accompagnement particulier. Super, merci beaucoup. Alors, quelles adaptations, par exemple, proches des oiseaux ont-elles développé? Entre parenthèses, allègement des os ou autre musculation de vol et sternum. Alors, bon, les adaptations, la plus flagrante, c'est évidemment la structure de l'aile, qui est l'adaptation finalement première et principale des chauves-souris. On a des adaptations aussi spécifiques pour tenir, accrocher la tête en bas, puisqu'elles ont un système de tendons dans les pattes arrière qui fait que quand elles s'accrochent, le poids du corps vient tirer sur le tendon et verrouiller automatiquement la position fermée de la patte, ce qui leur permet de garder la patte fermée sans dépenser le moindre effort, à tel point qu'on trouve régulièrement des chauves-souris qui sont mortes et encore accrochées la tête en bas. Après, par rapport au lien avec les oiseaux, évidemment, les chauves-souris, elles optimisent au maximum leur poids, donc elles ont euh, une morphologie avec des os très fins. Alors, pas forcément poreux comme ceux des oiseaux, mais elles optimisent évidemment leur poids. Elles ont aussi une surface d'aile qui est beaucoup plus importante proportionnellement que celle des oiseaux, ce qui permet de ne pas forcément avoir ces adaptations d'os poreux, puisque proportionnellement, elles sont plus adaptées en guillemets au vol. Et puis, elles n'ont pas d'équivalent, par exemple, comme le bréchet des oiseaux, ou d'adaptation vraiment d'os spécifique en dehors de ce qu'on trouve au niveau de l'aile. D'accord. La prochaine question, c'est comment faire pour que les communes éteignent leur lumière? Alors,
Ça, c'est une question très spécifique et puis qui dépasse un petit peu mes compétences de chiroptérologue. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une grosse prise de conscience par rapport aux méfaits de l'éclairage public. Il y a beaucoup de communes qui mettent des choses au point de façon spontanée. Ça a d'abord commencé côté français, ça arrive aussi côté suisse aujourd'hui. Typiquement sur Genève, on a les routes cantonales qui font toute une étude spécifique sur l'éclairage des routes et qui sont arrivés à la conclusion que d'un point de vue et écologique et sécuritaire et tous les autres critères qu'ils avaient mis, que l'extension de l'éclairage restait la meilleure des mesures. Et donc, ils sont en train de l'appliquer petit à petit. Donc ça, voilà, ça fait son chemin gentiment. On a des communes aussi, typiquement au sein de l'association, qui nous demandent des expertises au niveau de la pollution lumineuse. On est aussi partenaire de l'État et on répond à des expertises ponctuelles liées à des autorisations de construire pour aussi essayer de limiter l'éclairage, d'avoir un éclairage raisonné dans les nouveaux projets. Après, pourquoi certaines communes le font et pas d'autres? Là, j'ai envie de dire que c'est plus des questions politiques et que peut-être la meilleure façon de faire avancer les choses, c'est d'essayer de s'engager, d'essayer d'avoir des échanges avec les élus communaux, etc., etc. Mais c'est plus pour le coup quelque chose de politique. Mm. La prochaine question, c'est à quelle altitude peuvent-elles monter, les chauves-souris? Alors, je n'ai pas honnêtement de tête un plafond maximal. Maintenant, c'est quand même, dans le cas des noctules, elles peuvent monter quand même à 200 mètres de haut. Mais je serais bien incapable de donner la limite maximale de ce qui a pu être observé. À quoi ressemblent les déjections des chauves-souris? Ont-elles un nom particulier? Alors oui, les déjections des chauves-souris s'appellent le guano. Et puis pour simplifier, ça ressemble un peu à une crotte de souris. Pour le coup, ça ressemble à un grain de riz tout noir, alors de tailles différentes suivant l'espèce évidemment. Et puis la particularité, pour être sûr que c'est une crotte de chauve-souris, déjà, c'est qu'il n'y ait pas de traces blanches dessus, puisque les traces blanches, c'est spécifique aux oiseaux, c'est la partie, c'est l'urée, hein, c'est la partie urine de la crotte. Donc il ne faut pas qu'il y ait de traces blanches. Et puis si vous prenez la crotte et que vous la pressez, et ben en fait, c'est une crotte qui doit se réduire finalement dans une sorte de petite poussière, puisque c'est chacun de ces petits fragments des carapaces des insectes. Donc, si vous appuyez puis que ça se déforme et que ça devient, que c'est finalement mou, plutôt une crotte de souris, si ça se réduit en poudre, c'est une crotte de chauve-souris. Ok. Les chauves-souris sont liées au milieu anthropisé pour l'État. Est-ce que du coup l'urbanisation grandissante a une incidence sur les effectifs et est-ce positif pour elles? Alors, ça a effectivement une incidence sur l'effectif. Enfin, les effectifs, c'est des choses qui sont très difficiles à quantifier, hein, évidemment, mais ça va avoir une incidence plutôt négative parce que c'est surtout des réductions des zones de chasse et puis de la fragmentation du territoire de plus en plus importante. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la plupart des bâtiments qu'on construit aujourd'hui, ils sont relativement peu favorables à la faune liée au milieu anthropique au sens large, hein, que ce soit les chauves-souris ou aussi, par exemple, pour les martinets ou les hirondelles. Les bâtiments modernes, ils sont de moins en moins favorables à la faune liée au milieu bâti. Donc voilà, l'urbanisation, c'est de toute façon pas quelque chose de favorable. Mhm. Merci. Le changement climatique pourrait-il constituer une menace pour les chauves-souris? Alors, j'ai envie de dire au niveau suisse, peut-être en guillemets pas. Alors, il faut évidemment toujours prendre ça avec des pincettes parce que ça a des répercussions sur les proies qui ont des répercussions du coup sur les chauves-souris. Donc, c'est une thématique bien vaste et bien complexe. Typiquement, l'été passé, on a eu un été très caniculaire qui était extrêmement défavorable pour plein de groupes faunistique pour les chauves-souris. Ça a été un été relativement merveilleux. On a eu beaucoup de records de reproduction sur certaines colonies, alors que les 2 dernières années où il a beaucoup plu, pour le coup, on avait des hécatombes au niveau des jeunes avec beaucoup de mortalité. Donc voilà, les canicules, c'est pas forcément quelque chose, surtout à Genève, avec la proximité du lac pour les questions d'eau,
qui est forcément problématique, en tout cas à court terme pour les chauves-souris. Et encore, il faut, voilà, comme je disais, vraiment prendre des passettes. On risque d'avoir effectivement des espèces comme le minioptère ou le molosse qui risquent de pouvoir du coup s'implanter de façon plus durable chez nous avec les réchauffements des températures. Mais c'est pas pour autant que c'est quelque chose qui est voilà, disons, à saluer ou à voir d'une façon positive pour ces espèces-là non plus. Si les chauves-souris se déchirent l'aile, est-ce que celle-ci se régénère? Alors oui, évidemment, ça dépend tout l'ampleur de la déchirure. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, une chauve-souris qui ne peut pas aller chasser meurt parce qu'elle ne peut pas manger. Maintenant, l'aile, c'est un tissu, c'est vraiment de la peau, hein, qui est extrêmement innervé, donc il y a une capacité de régénération qui est très importante. On peut avoir des chauves-souris avec des trous de la taille d'une pièce de 2 francs, ce qui à l'échelle d'une chauve-souris est très gros, qui se referment en quelques semaines, ou des chauves-souris qui ont même des déchirures complètes dans le patagium et qui, on ne sait pas pour quelle raison, finalement, arrivent encore à voler. Et cette déchirure, elle se régénère progressivement. Donc, grâce finalement à tous les vaisseaux sanguins qui sont présents, ça se régénère globalement plutôt bien. Merci. Quel est le temps de gestation d'une chauve-souris? Alors, ça dépend comment on compte. Est-ce que c'est à partir de la fécondation qui a lieu à l'automne, ou est-ce que c'est à partir du moment où la gestation, à proprement parler, commence au printemps? Si on pense à l'automne, c'est plus de 6 mois finalement. Et puis si c'est au printemps, ça va évidemment dépendre d'une chauve-souris à l'autre, mais c'est à peu près c'est de l'ordre de 4 à 6 semaines. Ok, merci. Les chauves-souris de Suisse peuvent-elles également transmettre des maladies? Alors oui, comme tout animal sauvage, hein, évidemment, on est précautionneux quand on a affaire à des animaux sauvages. Ce qu'il faut savoir, c'est que les chauves-souris en Suisse et en Europe, c'est les dernières espèces qui peuvent potentiellement transmettre la rage. Alors, c'est pas pour ça que ça va être alarmant, hein, dans le sens où sur les 30 espèces de chauves-souris, il y en a 3 qui potentiellement sont hôtes de cette maladie-là. Et puis, on ne rencontre pas des individus qui portent des caractéristiques d'animal enragé tous les jours, hein. Moi, je n'en ai honnêtement jamais observé. Ça existe, c'est vrai. C'est pour ça que, voilà, quand on trouve par exemple une chauve-souris blessée, comme pour n'importe quel animal sauvage, on met des gants, où on prend un chiffon, enfin, on touche jamais un animal sauvage à main nue. Et puis, voilà, les chauves-souris peuvent aussi être porteuses de parasites, voilà, de plein de choses qui font qu'on est précautionneux si on doit être amené à en toucher. D'accord. Quand les chauves-souris accouchent, est-ce qu'elles ont la tête en bas? Et pareil pour quand elles font leurs besoins? Oui, alors quand elles mettent bas, elles ont effectivement la tête en bas, et donc du coup pour le petit c'est un petit peu acrobatique et il doit du coup s'empresser de s'accrocher au pelage de la mère. Si vous êtes intéressé par voir une Miss Bat chauve-souris, il y a un très beau film qui s'appelle Une vie de grand rhinolophe qui a été fait par Tanguy Steclé, qui est un cinéaste français et qui a mis ce film en ligne accessible sur YouTube pendant le Covid pour essayer de redorer un peu le blason des chauves-souris. Et notamment, on y voit du coup une Miss Bat. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite vivement à le regarder. Et puis, pour les besoins, elles font aussi leurs besoins potentiellement la tête en bas, mais elles le font surtout en vol et au moment de s'envoler, histoire de s'alléger un petit coup avant de prendre le départ. Merci. Quel est le prédateur de la chauve-souris? Alors, les chauves-souris ont naturellement relativement peu de prédateurs. C'est aussi pour ça que c'est des animaux qui ne sont pas farouches. On va avoir des prédateurs plutôt ponctuels, donc que ce soit des faucons pour les espèces qui vont sortir tôt en soirée, type faucon bro, etc. De temps en temps, des rapaces nocturnes, mais c'est assez rare étant donné que les chauves-souris volent plus vite que ces espèces-là. On peut avoir des fouines, notamment dans les gîtes de temps en temps. Ça peut arriver en renard ou en blaireau s'il y en a une chauve-souris au sol.
Par contre, le vrai prédateur des chauves-souris, qui pour le coup n'est pas un prédateur naturel, c'est le chat domestique, qui fait énormément de dégâts, puisque ben, voilà, ils repèrent, ils entendent les ultrasons, ils sont capables de repérer les sorties de gîte. On a des chats qui se spécialisent sur les chauves-souris, donc ils sont même capables de faire des bonds à 2 mètres de haut pour attraper une chauve-souris en vol. Et on constate sur les interventions qu'on fait chez les particuliers que généralement, la majorité du temps, en tout cas, c'est pour des chauves-souris qui ont été attrapées par des chats. Et sur celle-ci, on a plus de 50% des individus qui décèdent en fait de la suite de leurs blessures. Donc les chats domestiques, quelle que soit la sympathie qu'on leur porte, hein, c'est pas du tout la question, d'un point de vue nature au sens large, mais aussi pour les chauves-souris, c'est une menace non négligeable. Merci. Pourquoi les chauves-souris sont-elles porteuses de la rage? Alors pourquoi, honnêtement, je ne saurais pas le dire. Les chauves-souris, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles ont un système immunitaire qui est particulièrement efficient et qui est extrêmement étudié. Il y a un reportage d'Arte qui est sorti sur cette thématique dernièrement. Si ça vous intéresse, il est vraiment extrêmement intéressant. Les chauves-souris sont porteuses dans le monde de passablement de maladies et elles en déclenchent excessivement rarement les symptômes. Donc, elles ont un système vraiment très performant. Maintenant, moi, je ne suis pas du tout spécialisée dans les questions entre guillemets, épidémiologiques des chauves-souris et je ne pourrais pas dire pourquoi spécifiquement elles sont hôtes de la rage. Combien pèse la plus petite et la plus grande chauve-souris? Alors, si on prend dans le monde, ce qui va être du coup les écarts les plus intéressants, on a la plus petite chauve-souris au monde qui s'appelle la chauve-souris bourdon, qui porte bien son nom, puisqu'elle fait une quinzaine de centimètres d'envergure, donc c'est vraiment pas grand-chose, et qu'elle pèse 2 grammes. Donc, je crois que 2 grammes, c'est 2 carrés de sucre, donc vraiment rien. Et la plus grande chauve-souris, donc, qui est un renard volant qui vit aux Philippines, c'est une chauve-souris qui fait 1,70 m d'envergure, donc c'est vraiment un animal de très grande taille pour le coup, et qui, elle, va peser à peu près 1,8 kg. Oh. Donc voilà, c'est des écarts vraiment très importants. Merci beaucoup. Je crois qu'on n'a plus de questions, sauf s'il y en a une de dernière minute. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Du coup, merci à toutes et à tous pour vos questions. Elles étaient très intéressantes. Encore merci à Aline pour votre présentation. Merci. Bonne soirée. Je vous repasse la parole. Merci Malika, effectivement, plein de questions intéressantes. Ça fait plaisir de voir l'engouement pour les chauves-souris. À parler de reportages, effectivement, qui peuvent peut-être compléter le sujet. Et vous pouvez également avoir plein d'autres informations sur notre site. Si vous n'êtes pas encore membre de l'ASL ou que vous ne soutenez pas l'ASL, c'est grâce justement au soutien de nos sympathisants qui nous permettent de pouvoir proposer des formats comme ce webinaire ce soir. Donc, je vous encourage à nous soutenir et l'ASL, tous les collaborateurs restent à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous souhaite une très belle soirée et je me réjouis déjà de vous retrouver à la rentrée. Un très bel été et à tout bientôt.